parti pour la campagne agricole humide 2021-2022. Objectif de production attendu, plus de 6 millions de tonnes de céréales. Dans quelques instants, nous serons dans la commune de Lumbila qui a abrité la cérémonie de lancement ce jeudi. Et pour cette campagne, une bonne partie de la production de céréales proviendra aussi de la plaine risicole de Bama, sur place à la vallée du Cou. Ce sont près de 12 000 tonnes de riz qui sont produites chaque année. Nous y serons dans quelques minutes à travers la rubrique Une semaine à Bama. Dans ce journal, nous parlerons de ce phénomène assez nouveau qui s'est produit dans le centre-nord. Des mineurs qui se présentent comme des terroristes ont troublé le sommeil des enseignants de Tawirba à travers des intimidations. Après leur arrestation, la police a procédé à leur présentation à Kaya. En actualité étrangère, c'est une étape décisive dans le réchauffement des relations entre la France et le Rwanda. Emmanuel Macron est en visite à Kigali. Ce 27 mai, il a reconnu la responsabilité de son pays dans le génocide rwandais. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, la campagne agricole humide est lancée à compter de ce 27 mai au Burkina Faso. Il est attendu de cette campagne plus de 6 millions de tonnes de céréales. C'est un engagement pris par les producteurs et le gouvernement à la cérémonie de lancement à Bagrin dans la commune de Lumbila. C'est la Sinawatara et Nyarkiteda. Et c'est fait. Le ministre de l'Agriculture donne le coup d'envoi de la campagne humide 2021-2022 ici à Banguin, dans le plateau central. Une campagne aux défis énormes, produire suffisamment dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, avec la barre d'environ 6 millions de tonnes de céréales, dont 1 million de tonnes de riz paddy, 1 700 000 tonnes de culture de rente et 989 000 tonnes d'autres cultures vivrières à atteindre cette année. Pour y arriver, le gouvernement déploie les moyens. Le gouvernement mettant à disposition des bas producteurs et productrices a prix subventionné dans l'ensemble des 13 régions, entre autres 30 836 000 tonnes d'engrais minéraux, urée, NPK, Burkina Phosphate, 5 000 tonnes de semences améliorées, 368 équipements motorisés, dont 285 motoculteurs avec accessoires, au moins 100 tracteurs équipés, plus de 2300 équipements de traction animale. C'est un objectif noble selon la FAO. Et l'institution Sciences de Nantes annonce son soutien qui se chiffre à 630 millions de francs CFA. La FAO, comme toujours, va être à côté du gouvernement, à côté du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, pour apporter son soutien technique, mais aussi de l'accompagner pour livrer des intrants, équipements agricoles. Le parrain de cette campagne exhorte à son tour les producteurs au boulot et sans crainte. Selon lui, il y aura des routes pour faciliter l'écoulement des productions. Et cela signifie plus de construction de pistes rurales, plus de travaux de bitumage de routes. Et au niveau des pistes rurales, nous avons prévu 3500 km de pistes rurales. Et d'ailleurs, nous avons, ensemble avec le ministère de l'Agriculture, un programme qui comporte 1000 km de pistes rurales. Des propos qui encouragent les producteurs qui ont pris l'engagement de produire à cœur joie, si et seulement si Dame Nature est au rendez-vous, mais aussi et surtout si les intrants sont disponibilisés à temps. Nous pensons que si les intrants, je veux dire, si la semence, les engrais sont mis à la disposition très tôt au profit des producteurs, nous allons y arriver. Pas de souci à se faire, assure le ministre Salifou Ouedraogo. Sur place, la répartition des intrants et équipements a même débuté. D'ailleurs, l'accent est mis cette année sur cet aspect en optant pour la digitalisation, question d'assurer une répartition juste et équitable à tous les producteurs partout au Burkina. Justement, pour atteindre l'objectif de cette campagne, il faudra aussi compter sur une bonne répartition de la pluviométrie. En la matière, l'Agence nationale de la météorologie rassure d'une bonne pluviométrie pouvant aller jusqu'au mois d'octobre. Mais la météo prévient aussi que la pluviométrie pourrait engendrer des inondations et d'autres situations non souhaitées. Le point de l'atelier tenu ce 27 mai avec Adama Guiti et Ahadi Sandamba. Pour cette campagne agricole 2021,
les services météorologiques prévoient une pluviométrie humide à tendance excédentaire sur l'ensemble du territoire national. Avec une installation précoce, il est attendu des cumuls pluviométriques supérieurs à la moyenne établie sur la période des 30 dernières années sur la majeure partie du pays. Aussi, des cumuls proches de la moyenne avec une tendance excédentaire dans les parties sud-ouest et extrême est du Burkina Faso. On prévoit une situation soit excédentaire à normale ou des situations normales à excédentaires. Donc au niveau des prévisions, nous n'avons pas eu de fortes probabilités pour une situation de déficit au niveau pluviométrique. Pour la fin de la saison de pluie, il a été prévu également une fin de saison normale à tardive. Ça veut dire que la plus forte probabilité, c'est que la saison s'achève comme on a l'habitude de le voir durant les 30 dernières années. Avec de telles prévisions, il faut donc s'attendre à des risques phytosanitaires de maladies dans les localités humides et inondables. C'est dire que le risque d'inondation dans certaines régions du pays est également grand, précisent les services météorologiques. Naturellement, quand on parle de saison humide, avec une tendance excédentaire à normale ou une tendance normale à excédentaire, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des fortes précipitations. Donc le risque d'inondation, on ne peut pas l'écarter, il est là, puisque en cas de forte précipitation, on peut avoir des inondations. Cependant, les résultats prévoient des séquences sèches avec des durées qui varient entre 7 et 13 jours en fonction des zones. Toutes ces prévisions sont obtenues à partir de données qui peuvent changer à tout moment. C'est pourquoi il est prévu des mises à jour progressives. Des prévisions qui ont été élaborées pour les périodes de juin, juillet, août et juillet, août, septembre. Une semaine à Bama vous amène ce soir sur la plaine agricole de la localité, encore appelée la vallée du Kou. Sur plus de 1000 hectares de superficie, on y retrouve plus d'1 millier de producteurs qui évoluent essentiellement dans la culture du riz. Le rendement est estimé à près de 12 000 tonnes par an, malgré certaines difficultés rencontrées par les producteurs. Constat avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. La plaine rizicole de la vallée du Kou. Un des tout premiers périmètres aménagés du Burkina Faso. 1260 hectares de terre aménagés entre 1969 et 1970 à des fins agricoles. Reconnue comme une excellente plaine à vocation agricole en raison de son potentiel hydraulique. Le périmètre de la vallée du Kou tire sa source de ce cours d'eau, la rivière Kou. Avec l'arrivée d'une équipe technique qui avait pour mission, c'était des Chinois, qui avait pour mission de mener une étude approfondie qui véritablement ont commencé en 1969 avec un premier périmètre d'essai de 3 hectares pour essayer la faisabilité de la riziculture dans la zone. Et ensuite, les grands travaux ont été lancés d'abord par la République populaire de Taïwan. Et Taïwan a fait au moins 3 années de travaux ici et d'accompagnement des producteurs. Et par la suite, la coopération avec Taïwan a pris fin et la Chine populaire a pris le relais. Aujourd'hui, la plaine rizicole de la vallée revêt une importance majeure dans les économies des communautés rurales et urbaines situées à proximité, comme Bama, Samandeni et Bobo-Dioulasso. Selon les statistiques, 1385 producteurs s'activent ici au quotidien pour contribuer depuis cette plaine à la sécurité alimentaire du Burkina Faso. Ces jours de récolte et d'activités diverses sur la plaine. Ici, on vanne, on bat le riz déjà récolté. Nous avons fini de récolter le riz. Maintenant, c'est le battage. Après le vannage, avant de vendre. Le seul problème, c'est qu'actuellement, c'est la saison sèche et l'eau est insuffisante. Ici, c'est un deuxième battage de riz. Avec le moteur, nous constatons qu'il y a du riz qui reste.
Lorsque les producteurs finissent, nous recueillons ces restes pour en extraire les derniers grains. Avec ce que vous voyez, on peut avoir au moins 12 500 francs. Aujourd'hui, le périmètre est peu performant à cause de l'ensablement au fil des années et de la faible productivité. De 7 tonnes à l'hectare environ de riz paddy par campagne les premières années, les rendements sont passés à 4 tonnes à l'hectare ces dernières années. On assiste aujourd'hui à une dégradation du réseau hydro-agricole qui se ressent sur les activités. Il y a des pertes d'eau au niveau des canaux d'irrigation, parce que les canaux sont fissurés un peu partout. Avec l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz paddy pour la campagne 2020-2021, la Plaine a augmenté sa production risicole grâce à ce programme. Nous avons bénéficié en 2020 de plus de 80 tonnes d'engrais et de semences, ce qui a permis d'accompagner la production risicole au niveau de la plaine et d'obtenir des résultats satisfaisants. Sur le périmètre, on peut atteindre dans l'année environ 12 000 tonnes de riz de paddy. En plus du riz, d'autres spéculations sont produites ici dans la vallée. La production de la patate, par exemple, gagne du terrain. C'est une technique de résilience adoptée par les producteurs en saison sèche. Mais la pratique inquiète le chef de la plaine qui dit ne pas manquer une seule occasion pour rappeler la vocation première du site. En plus de la production, il y a la possibilité de transformer le riz sur place à Bama. Au centre d'étuvage de la commune, des centaines de femmes travaillent au quotidien et l'activité génère des revenus pour elles. Dans ce centre, au moins 50 tonnes de riz sont étuvées chaque mois. Nous voyons cela dans ce reportage de Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Scène de labeur quotidien dans un centre d'étuvage du riz. Nous sommes à Bama, dans le Oué, où près d'1 millier de femmes réunies en coopérative font de la transformation du riz leur principale activité. C'est un travail collectif. Nous sommes réunis en coopérative et nous étuvons le riz qu'on revend. Nous sommes nombreuses, donc on est subdivisé en plusieurs groupes. Toutes les femmes ne peuvent pas travailler en même temps. Nous prenons des crédits en banque et on achète le riz paddy avec les producteurs sur la plaine. Par mois, on peut étuver 50 tonnes de riz. La technique d'étuvage bien maîtrisée, cela ne date pas d'aujourd'hui. Jadis pratiquée de façon traditionnelle, l'activité a pris une nouvelle dimension avec l'implantation de ce centre d'étuvage en 2009. L'unique de la commune. Notre nombre fait notre force, mais c'est également une difficulté pour nous. Le centre est trop petit. On souhaite qu'il soit déconcentré dans les quartiers. Sinon, c'est compliqué. Il y a des groupes qui peuvent faire plus de 2 mois sans passer au centre. Pendant ce temps, elles ne peuvent pas travailler. Qu'à cela ne tienne, nombre de femmes de la coopérative tirent de l'existence de ce centre d'étuvage le principal de leurs revenus. Le travail est très bénéfique. On arrive maintenant à scolariser nos enfants. On contribue beaucoup aux dépenses de la famille. Beaucoup d'entre nous ont payé des motos. L'activité fait des émules hors des frontières de la commune. Et le centre reçoit régulièrement des femmes de différentes régions du pays pour des formations. C'est le cas de ces femmes venues de Wayugia. Nous sommes venus de Wayugia, 24 au total. Nous étuvons le riz chez nous, mais on ne réussit pas à bien faire le travail. Et comme à Bama,
Elles ont l'expérience, nous sommes là pour apprendre et améliorer notre travail à notre retour. Pour ce qui est de l'écoulement, les femmes étuveuses de Bama ne s'inquiètent pas trop. Elles peuvent compter sur certains marchés réguliers, notamment ceux des cantines scolaires et de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Et pendant ce temps, le gouvernement poursuit son initiative qui permet aux populations vulnérables d'accéder à des céréales à prix social. Cette fois, l'opportunité est donnée aux personnes vulnérables de Dori dans le Sahel à travers l'ouverture de boutiques témoins hier 26 mai. Et c'est une activité de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Ibrahim Kagone et Pinisi Ignanou. Dame Diko vient d'obtenir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Elle qui s'impatientait de l'ouverture des boutiques témoins à Dori, aujourd'hui c'est une chose faite. Comme elle, nombreuses sont ces personnes vulnérables qui partiront avec un sac de mil ou un sac de maïs qui leur est vendu à un prix social. J'ai 6 enfants. Ce sac de mil peut nous aider. Nous souhaitons que le ravitaillement soit pérenne. Sinon, ce n'est pas facile. L'ouverture de ces boutiques salvatrices est plus qu'une aubaine pour la population de Dori selon l'autorité communale. C'était vraiment très attendu. Les conseillers des différents villages de la commune et comme des secteurs nécessaires vraiment de venir nous demander à quand vraiment cette opération va commencer. Aujourd'hui, vraiment, on se réjouit. Nous avons vraiment les premiers responsables de la SONAGES qui sont là et nous avons vu que vraiment c'est devenu effectif. Soulager ou permettre à la population vulnérable d'avoir de quoi se nourrir, d'où l'ouverture de ces boutiques témoins dans toutes les régions du Burkina sur instruction du président du Faso. Nous sommes en train d'ouvrir les boutiques au niveau du Sahel, précisément à Dori, pour permettre à cette population qui a souffert et qui souffre toujours avec les causes dont nous connaissons, d'avoir en tout cas de quoi manger. L'État prend en compte plus de 50% du prix du sac de 50 kg, que chaque population vulnérable puisse avoir un sac à 6 000 francs et pour un mois. En somme, ce sont 2 boutiques témoins qui sont ouvertes à Dori avec un ravitaillement de 20 à 40 tonnes par mois. Autre titre de l'actualité ce soir avec ce phénomène assez nouveau au Burkina Faso, des enfants qui se présentent comme des terroristes dans le village de Dawirba, dans la commune de Tougouri. Ces enfants qui procédaient à des intimidations sur des enseignants ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Le commissariat central de police de Kaya les a présentés hier à la presse. Pascal Tapsoba et Chaka Ouedraogo. C'est un groupe d'enfants qui s'est fait passer pour des terroristes dans le village de Dawiriba, dans la commune de Tougouri. Ces enfants, âgés de 14 à 25 ans, ont intimidé des enseignants à travers des appels téléphoniques. Ils leur ont demandé d'arrêter les cours et de quitter le village, sinon ils seront pris pour cible. Informée, la police a pu mettre la main sur ce groupe d'enfants, présenté ici aux hommes des médias. Pour commettre son forfait, ce jeune homme s'est d'abord procuré une puce le 17 mai 2021. C'est-à-dire 2 jours avant les faits, avec la CNIB d'un de ses cousins, qui est un berger de 25 ans. Alors, la puce obtenue, avec ruse, il obtient le contact d'un des enseignants de l'école, et avec l'appui d'un autre enfant de 14 ans, lui aussi, il contacte l'enseignant en question, en lui disant de transmettre à ses collègues, s'il ne quitte pas l'établissement, dans les 72 heures qui suivent, leur groupe terroriste lancera une attaque contre le village de Dawirba. Le cerveau du groupe est un enfant âgé de 14 ans, déjà connu par les services de police pour des cas de vol dans le village de Dawiriba. Interrogé, le présumé auteur reconnaît les faits. Suite aux investigations, en tout cas, cet enfant a fini par avouer que c'est sur son initiative personnelle qu'il a posé l'acte dans le sens de s'amuser, dit-il. Après son forfait, il s'est rendu au marché de la dite localité en pleine ébullition pour observer la population en débandade, chose qui lui faisait rire.
La police rassure la population de la localité et les invite à vaquer sereinement à leurs occupations. Elle invite par ailleurs à ne pas céder à la panique, car au-delà de l'œuvre des terroristes, il y a également des individus mal intentionnés qui s'adonnent à ce genre de pratiques qui concourent malheureusement à l'atteinte des objectifs du terrorisme, c'est-à-dire créer la psychose. Et cette situation dans le centre-nord devrait certainement interpeller les porteurs d'un nouveau projet lancé ce matin à Ouagadougou. Il s'agit d'un projet sur le renforcement de la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et leur engagement pour la construction de la paix. Ce projet sera mis en œuvre dans 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. On en sait plus avec Jean-Eudes Bayala et Sekou Zango. Une éducation adéquate et de qualité pour prévenir et combattre l'extrémisme violent dans 3 pays membres du G5 Sahel. Le projet dénommé « Renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et leur engagement pour la construction de la paix à travers l'éducation » est ici lancé pour promouvoir la non-violence et l'avancement des sociétés. La problématique est quasiment identique à ces 3 pays, bien sûr avec des éléments de contexte importants liés à chaque pays. Et les actions qui sont mises en œuvre, bien entendu, sont adaptées en fonction des zones, en fonction des populations visées et en fonction des actions de chacun des pays, en fonction des priorités nationales des gouvernements de ces 3 pays. Et l'avantage d'avoir un projet d'envergure régionale, c'est qu'aussi ça permet aux 3 pays de pouvoir échanger entre eux, de partager leur expérience sur le domaine de la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation et de pouvoir surtout mettre en avant les expériences réussies. Le projet couvre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il cible les élèves ainsi que les jeunes déscolarisés. Et sa mise en œuvre est assurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Il s'agit justement ici de l'UNESCO et souvenez-vous bien que Federico Mayor disait que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et c'est donc bien compris qu'à partir donc de l'esprit, on construit l'attitude, on construit le cœur, on construit la pensée et par conséquent on construit un monde de paix. Le projet Renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et leur engagement pour la construction de la paix à travers l'éducation couvre la période de septembre 2020 à décembre 2022. À terme, le projet devrait mettre à la disposition des zones à fort défi sécuritaire des 3 pays concernés des outils performants d'éducation, de sensibilisation et de récupération des enfants. Cet autre projet lancé également ce 27 mai s'intéresse au domaine de la gouvernance locale et de la cohésion sociale. C'est un projet initié par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Royaume des Pays-Bas en partenariat avec le gouvernement burkinabé. Environ 6 milliards de francs CFA sont nécessaires à sa mise en œuvre. Rocher Kam et Ruto Atara. Renforcer la cohésion sociale par une gouvernance participative et inclusive dans les collectivités territoriales. Cela passe par une appropriation des politiques publiques et un soutien aux zones fortement touchées par l'insécurité et ses effets. Voici donc mis en marche le projet Gold Coast, gouvernance locale et cohésion sociale. Les questions de cohésion sociale ne se passent pas en l'air, elles se passent au niveau des collectivités à la base. Donc il est très important que l'appréhension du phénomène à ce niveau-là soit le lieu où doivent s'imaginer les différentes politiques et stratégies pour faire en sorte que la question soit prise en compte et bien traitée. 85 communes dans les régions du centre-nord, du Sahel, de l'Est, du Nord, du centre-Est et de la boucle du Mohon sont ciblées par le projet. Sur le terrain, les communes concernées seront éligibles à des financements pour pouvoir gérer, par exemple, des déplacés internes, pouvoir créer des infrastructures en appui, pouvoir également se relever de la situation. Renforcer la fourniture des services locaux de qualité. Et cela passe par un certain nombre d'activités, notamment le renforcement des capacités des entités, des collectivités territoriales dans les domaines de la planification, la gestion du développement et les suivis. Mais il y a aussi renforcer à travers cela la confiance entre ces services et les populations
et aussi mettre en place des cadres qui permettent à ce que tous les acteurs de développement au niveau local contribuent de manière participative et inclusive à cette nouvelle dynamique. Apport de la gouvernance locale à la restauration et au renforcement de la cohésion sociale, importance de la dimension du développement économique local dans le processus de planification locale sont les thèmes qui seront abordés pour faciliter l'appropriation du projet par les différents acteurs. Il s'étendra jusqu'en 2023 et il est évalué à plus de 6 milliards de nos francs. Le projet est le fruit de la collaboration entre le gouvernement burkinabé, le PNUD et le Royaume des Pays-Bas. Ici, à la radio-diffusion-télévision du Burkina, les responsables du Fonds burkinabé de développement économique ont visité les locaux de la chaîne au cœur des grands événements. C'est une visite pour renforcer le partenariat entre la RTB et le FBDS qui finance l'émission Start-up à la télé. Le partenaire annonce également un appui à la réalisation d'autres programmes sur la RTB. Adama Giti et Oumou Sissi. La télévision du Burkina s'ouvre au Fonds burkinabé de développement économique et social FB2S. De la salle de rédaction au studio production et JT, la nationale de l'image et du son se découvre aux visiteurs d'un jour. Cette visite voulue par les premiers responsables du fonds a un double objectif. Le partenariat avec le Fonds burkinabé est un partenariat qui date depuis longtemps. Nous sommes venus non seulement pour renforcer ce partenariat et voir de nouvelles pistes de partenariat pour les nouveaux programmes concernant le Fonds burkinabé, à savoir le programme JAL et le programme Agrinova également. Un renforcement de partenariat qui augure de belles perspectives entre le FBDS et la RTB. On a pensé aussi à la signature d'un accord cadre entre les deux structures parce que le FBDS est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire à travers le financement des projets porteurs dans les villes de l'intérieur. Donc regardez comment est-ce que la RTB qui est aussi sur l'ensemble du territoire à travers ses réseaux, qu'on puisse accompagner le FBDS dans sa communication. Le Fonds burkinabé de développement économique et social, appelé autrefois Fonds de voltaïsation, est le plus grand fonds commis au financement de l'économie burkinabé dans sa globalité. Il accompagne les structures publiques comme privées. Autre point de l'actualité pour évoquer cette rencontre internationale sur la relance de l'industrie culturelle dans le contexte du Covid-19. Les experts de 10 pays africains posent la réflexion sur la contribution des festivals au développement du cinéma et la résilience du secteur de la culture. C'est une rencontre de partage d'expériences qui a débuté le 25 mai dernier à Ouagadougou. Adama Giti et Boukari Ouedraogo. Les cinémas africains, déjà dans une pente descendante, une pente accélérée par la crise du Covid-19, malgré les festivals régionaux et internationaux pour soutenir le secteur. Du coup, il faut repenser une nouvelle économie du cinéma, d'où cette mobilisation des experts et participants venus de 10 pays. Il s'agit pour nous de passer en revue les questions qui touchent à la gouvernance, à l'organisation même des festivals, à la contribution à la chaîne de valeur des métiers du cinéma et de faire en sorte que les recommandations qui vont sortir puissent nous permettre au cours des 5-10 années à venir d'avoir une vision commune sur les stratégies à mettre en place par les politiques pour faire en sorte que les festivals contribuent réellement à développer en Afrique une véritable industrie du cinéma. Cette initiative du Centre régional pour les arts vivants en Afrique est soutenue par bien des partenaires parmi lesquels l'UNESCO et la CEDEAO. La CEDEAO, par la voix de son représentant Dr Aguilsida Emile Zida, soutient qu'il faut saisir le Covid-19 comme une fenêtre d'opportunité afin de mieux se projeter dans l'avenir. Pour le Burkina, cette rencontre est la bienvenue car dans environ 4 mois, le pays vibrera au rythme du cinéma africain. C'est vraiment une bonne initiative de tenir cet atelier-là à quelques jours, disons à quelques mois, à 4 mois en tout cas de la tenue du FESPACO. Et c'est une manière en tout cas pour nous de réaffirmer notre place, disons la première place qu'occupe le Burkina Faso et Ouagadougou dans ce festival africain. Il est en tout cas attendu de cette rencontre de Ouagadougou des synergies d'action à mettre en œuvre pour un cinéma africain plus prospère et une industrie culturelle qui contribue véritablement au développement des pays africains.
Nous remettons le cap sur les hauts bassins où le Lalé Naba Tigré explore des possibilités d'investissement à Djiri dans la province du Kénédougou. Il dit vouloir apporter son savoir-faire au rayonnement de cette localité. En visite à Djiri, le Lalé Naba s'est rendu au centre écotouristique en cours de réalisation. Le point de la visite avec Mané Kayen et Karim Sissi. C'est une amitié qui est célébrée ici à Djiri dans le Kénédougou. Une amitié vieille de 29 ans entre le Lalé Naba Tigré et El Hadj Djanginaba Baro, natif de Djiri. Un brassage sud-sud avec en ligne de mire des actions de développement pour cette localité. Et le papa Baro, il m'a fait son fils, il m'a fait son ami, il m'a fait vraiment son soutien. C'est l'amitié, c'est la foi en un homme, en Dieu et en un homme. Et c'est à partir de lui aussi que j'ai beaucoup d'amis au niveau de l'Ouest ici et qui me soutiennent dans mes actions de développement, dans les actions d'humanisme. L'école franco-arabe et le centre de mémorisation du Coran de Djiri sont entre autres les structures qui vont bénéficier d'un certain nombre d'appuis. De quoi soulager les bénéficiaires. Sa venue a été une occasion pour la réalisation de beaucoup de projets dans le village. C'est plus de 10 millions que lui et ses amis comptent investir ici. Et si quelqu'un vient investir de telles sommes dans ton village, on ne sait comment le remercier. Le visiteur du jour a fait un tour au centre Togoda Djanginaba, un centre écotouriste porté par Aziz Baro. Au Lalé Naba, le promoteur donne des explications sur son projet. Le projet se résume en 4 points, où il y a la pisciculture, le poisson d'élevage, le poisson de pêche, l'hôtellerie, la spiruline et puis l'apiculture. Visiblement séduit par la vision du promoteur, le Lalé Naba Tigré invite les jeunes burkinabés à lui emboîter le pas. Au Burkina Faso, nous importons plus de 53 milliards de poissons chaque année. Et c'est des poissons d'eau de mer. Et cependant, les poissons d'eau douce sont consommés, sollicités, mais la quantité est quasi insuffisante. Malgré les grands barrages, on n'arrive pas à satisfaire le besoin national. Donc vraiment, je le félicite et je souhaite que d'autres jeunes burkinabés prennent l'exemple sur lui. Parce que moi, je suis déjà dans ça et je connais la rentabilité. Avant de quitter Djiri, le Lalé Naba Tigré a procédé à l'inauguration d'un château d'eau. Une infrastructure hydraulique dont la réalisation a été financée par El Hadj Djanginaba Baro et qui va desservir Djiri en eau potable. Actualité à l'étranger, c'est une visite qui devrait permettre de finaliser la réconciliation entre la France et le Rwanda. En visite à Kigali, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Après plus de 25 ans de tension avec le Rwanda, Emmanuel Macron a reconnu les responsabilités de la France dans le génocide de 1994 au mémorial du génocide à Kigali. Le président français s'est appuyé sur un rapport commandé à des historiens qui conclut que la France n'a pas été complice, mais qui révèle l'aveuglement du président de l'époque, François Mitterrand. Nous avons tous abandonné des centaines de milliers de victimes à cet infernal huis clos. Au lendemain, alors que des responsables français avaient eu la lucidité et le courage de qualifier le génocide, la France n'a pas su en tirer les conséquences appropriées. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. L'une des plus importantes associations de soutien aux victimes au Rwanda a regretté que le président français n'ait pas présenté clairement des excuses ou demandé pardon.
800 000 Tutsis ont été massacrés par les extrémistes Hutus entre avril et juillet 1994, l'un des drames les plus meurtriers du XXe siècle. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À suivre à 21h votre émission Controverse qui aborde ce soir la question du foncier qui alimente les débats depuis un certain temps au Burkina Faso. Et le journal de 23h vous sera présenté par Amadou Marcelto. Merci de votre fidélité à la RTV.